Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur deux espaces majeurs de la scène mondiale, la Russie et l'Asie du Sud-Est. On va décortiquer leurs stratégies qui sont, vous allez le voir, radicalement opposées pour s'imposer dans ce grand jeu qu'est la mondialisation. C'est vraiment la question fondamentale qui va nous servir de fil rouge. Parce que, face à la compétition mondiale, chaque territoire doit choisir sa voie. Et comme on va le voir, les réponses apportées sont loin, très loin d'être les mêmes. D'un côté, on a l'Asie du Sud-Est, qui mise absolument tout sur l'intégration économique pour devenir un moteur de l'économie mondiale. Et de l'autre, on a la Russie qui, elle, s'appuie d'abord et avant tout sur sa puissance géopolitique pour retrouver son influence. Deux approches, deux visions du monde, en somme. Allez, voici notre feuille de route pour cette analyse. On va d'abord poser le contexte, ensuite on explorera chaque cas en détail, puis on comparera leur logique et leurs points de friction, et on terminera bien sûr sur les défis qui attendent ces deux modèles. C'est parti. Faut bien comprendre que la mondialisation, en fait, c'est une mise en concurrence permanente de tous les territoires. Pour exister, les États sont obligés d'adopter des stratégies claires et de forger des alliances. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment jouer en solo. Bon, plongeons dans notre premier cas. L'Asie du Sud-Est, c'est une vraie mosaïque de pays. Mais ils ont choisi un chemin commun. L'intégration par l'économie, par le commerce et par une grande ouverture aux investissements. Et la clé de voûte de cette stratégie, c'est le libre-échange. L'idée est assez simple en fait. On supprime les barrières douanières, on fluidifie le commerce, on attire les fameux investissements directs étrangers et au final, on stimule la croissance pour tout le monde. C'est en quelque sorte le logiciel de base de la mondialisation économique. L'outil qui concrétise cette ambition, c'est l'ASEAN. Il faut s'imaginer 10 pays très différents les uns des autres qui décident de coopérer pour créer une immense zone de libre-échange. L'objectif, c'est de développer sur leurs littoraux des zones industrialo-portuaires ultra dynamiques pour pouvoir s'intégrer aux chaînes de valeur mondiales. Et le plus fascinant là-dedans, c'est que cette coopération, qui était juste régionale au début, a attiré des géants comme la Chine et le Japon pour former un pôle économique mondial devenu incontournable. Et cette intégration, elle a suivi une trajectoire bien particulière qu'on appelle le modèle en vol d'oie sauvage. Pensez-y. Le Japon, c'est l'oie de tête, celle qui montre la voie. Juste derrière, une première vague, les fameux tigres, s'industrialisent en suivant son sillage. Et puis, plus tard, une deuxième vague, comme le Vietnam, rejoint la formation. Le résultat est juste spectaculaire, un immense atelier de production régionale, complètement interdépendant et tourné à fond vers l'exportation. Pour bien saisir l'importance stratégique de cette région, ce chiffre dit absolument tout. Près de la moitié du commerce maritime mondial passe par le détroit de Malacca. Ce n'est pas juste une route maritime, c'est le goulot d'étranglement de l'économie de la planète. Sa stabilité est donc vitale pour nous tous. Mais attention, il faut nuancer. Ce succès a un coût. Cette croissance fulgurante a entraîné une intégration très inégale des territoires. Elle a creusé des fossés énormes entre des littoraux super dynamiques et des arrière-pays qui restent à la traîne. Et surtout, cette nouvelle richesse a exacerbé les convoitises et ravivé de vieilles tensions. Le point de friction majeur, le vrai point chaud, c'est la mer de Chine méridionale. Pourquoi ? Pour ses ressources énergétiques, bien sûr, mais aussi pour le contrôle de routes commerciales qui sont vitales. La Chine y revendique une souveraineté quasi totale, ce qui la met en confrontation directe avec ses voisins de l'ASEAN. La militarisation du moindre îlot transforme cette zone en une véritable poudrière. Allez, on change complètement de décor. Direction la Russie, qui aborde la mondialisation avec une philosophie radicalement différente. Pour Moscou, l'objectif premier n'est pas tant l'intégration économique que la restauration de sa puissance et de son statut de grand acteur mondial. Ce graphique, il illustre parfaitement ce qu'est l'économie russe. C'est une économie de rente. Ça veut dire qu'elle repose massivement sur l'exportation de ressources naturelles. C'est une force, évidemment, car le sous-sol est riche, mais c'est aussi une immense faiblesse. Le pays est totalement dépendant des cours mondiaux des matières premières. Ça le rend structurellement très vulnérable. Et cette structure économique se voit directement sur la carte du pays. Ça crée une très forte inégalité d'intégration. À l'ouest, on a une Russie européenne, peuplée, connectée, qui est le centre du pouvoir. Et à l'est, l'immense Sibérie. Un trésor de ressources, c'est vrai, mais un désert humain, enclavé et sous-développé. Le territoire est littéralement fracturé. Cette phrase, elle résume parfaitement la doctrine russe depuis la chute de l'URSS. L'ambition, c'est de redevenir un pôle de puissance autonome, capable de tenir tête aux États-Unis et à la Chine. Et dans ce calcul, la géopolitique passe toujours avant l'économique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre ces deux modèles face à face. On va voir comment leur stratégie se matérialise dans leurs alliances régionaux et aussi dans la nature même de leurs conflits. Ce tableau est vraiment parlant.
D'un côté, l'ASEAN, une coopération entre égaux pour créer une prospérité partagée. De l'autre, l'Union économique eurasiatique, qui est très clairement dominée par la Russie. Son but, maintenir son emprise sur son étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques que Moscou considère comme sa sphère d'influence naturelle, non négociable. Deux logiques, deux ambitions totalement différentes. S'il y a bien un point commun entre ces deux stratégies si différentes, c'est l'importance cruciale des mers et des océans. Que ce soit en mer de Chine ou dans l'Arctique, c'est là que tout se joue. Les rivalités pour les ressources, le contrôle des routes commerciaux et l'affirmation de la puissance. Des objectifs différents, mais au final, le même terrain de jeu. Cette petite chronologie, elle raconte une histoire très claire, celle d'une intégration progressive aux institutions mondiales dans les années 90 et 2000, suivie d'une rupture brutale. Le grand tournant, c'est 2014 avec l'annexion de la Crimée. La Russie est exclue du G8. Sa réplique ? Elle crée son propre bloc régional pour essayer de bâtir un pôle de puissance alternatif au modèle occidental. On arrive maintenant au cœur de la réflexion. On a vu deux stratégies opposées pour exister dans la mondialisation. L'intégration économique d'un côté, l'affirmation géopolitique de l'autre. La question finale, c'est donc laquelle de ces deux voies est la plus durable ? Alors, dynamisme économique ou puissance géopolitique ? Le modèle de coopération de l'Asie du Sud-Est y génère une croissance spectaculaire, c'est un fait. Mais il crée aussi une forte dépendance aux flux mondiaux et l'expose à de vives tensions. De son côté, la stratégie de puissance russe offre une certaine autonomie stratégique, mais au prix d'un isolement et d'une économie qui reste peu diversifiée. Au final, il n'y a pas de réponse simple. Il y a seulement un arbitrage permanent qui continuera de façonner l'équilibre du monde.